Alors, je disais, je souhaitais la bienvenue à nos invités qui ont accepté de participer à l'événement. C'est effectivement le troisième volet de toute une fin de semaine qui était dédié à reconnaître toute l'importance que Ford, MPI, a pu avoir dans l'évolution de la ville de Portneuf. Alors, ce matin, dans le fond, ce qu'on veut, c'est se rappeler, se remémorer à travers l'expérience de 6 personnes qui ont un long vécu dans l'entreprise, qui, bien sûr, sont retraités. En fait, oui, lorsqu'on a choisi des gens, c'est à moi qui incube cette fonction-là. Je vous dirais qu'on a essayé de prendre un échantillon, c'est un parmi tant d'autres qu'on aurait pu faire. J'ai choisi des gens qui étaient un peu près de moi, c'est évident. On veut un peu démontrer l'aspect familial de l'usine. Autant on sait qu'on parle de plusieurs générations qui ont conduit cette usine-là, mais aussi à l'intérieur de l'usine et au niveau des employés, c'est un fait, il y avait beaucoup de parenté et c'est voulu, en fait. C'est l'esprit économique de l'endroit. En fait, je vais vous présenter la toute première, parce que c'est la seule de genre féminine à l'intérieur, Madame Georgette Piché. Et je vous dis que chacun va un peu déterminer son cheminement dans ça. Mais moi, ce que je veux qu'elle représente, c'est, en fait, les dames ont été présentes à l'usine, même à la fin du 19e siècle. Il y avait des dames qui travaillaient au moulin. Elle est accompagnée de M. Henri Julien, qui, lui, à quelque part, est un peu un de mes mentors. On a fait un peu les mêmes choses. M. Julien est impliqué dans beaucoup d'organisations. Par la suite, vous avez M. Raymond Marcotte. Lui aussi, on aurait pu prendre plusieurs membres de sa famille. C'est quelqu'un qui a été là pendant des années. Puis, on a une certaine évolution aussi de par les entrées de chacun dans tout ça. Par la suite, il y a mon père, Jules-René Gignac, et mon frère Claude. Bon, là, c'est évident, vous allez dire, une affaire de famille, puis oui, ça l'est. C'est un peu l'exercice qu'on fait ce matin, c'est de démontrer tout cet aspect familial-là. Puis, quelque chose d'assez inusité dans des esprits d'entreprise familiale, je vous souligne que lorsque mon frère prendra probablement sa retraite l'an prochain, à l'heure d'eux, ils ont près de 100 ans de service cumulés ensemble à cette usine-là. C'est quelque chose qu'on ne verra plus nulle part, je pense. Et je vais terminer avec M. Paulin Thibodeau, qui, lui, un peu, contrairement à l'esprit de famille que je parlais à l'intérieur des employés, M. Thibodeau est arrivé avec un diplôme. Lui était techniquement avancé, est allé à l'école, et puis il a apporté son expertise d'école, parce qu'il y a une diversification de papiers, comme je le mentionnais vendredi, qui est importante dans cette usine-là. Ça a probablement assuré la longévité, mais c'est grâce à l'apport de types comme lui, dans des fonctions, d'améliorer la qualité, etc. Ensuite, je suis allé travailler au laboratoire de recherche, 15 ans,
suis revenu travailler sur la machine à papier comme contremaître, assistant surintendant et entendu comme directeur d'usine. J'ai travaillé chez Ford 35 ans. Je suis retourné travailler pour une autre compagnie pendant 3 ans. Et je suis revenu terminer chez Ford. Dans le temps, c'était Citrico, un autre 2 ans. Moi, je suis rentré en 72. Ça fait 40 ans que je travaille là. Je travaille encore présentement. J'ai commencé comme journalier, comme tout le monde qui rentre là. J'ai monté des échelons. J'ai été machine man sur la machine 4. Après ça, j'ai été gouverneur aux 8 heures. Le gouverneur, c'est le palais opposition. Après ça, j'ai été contremaître. Présentement, je suis formateur. J'ai la formation du personnel dans l'usine. Monsieur Gignac. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez vous plaire. Écoutez ce que les gens vont vous dire. Moi, j'ai rentré là, dans la shop à M. Arthur Godet. Je faisais des tire-lots de papier blanc. On faisait 50 pièces par 8 heures. Ensuite, j'ai été testeur plusieurs années. Ensuite, j'ai été à la finition. On faisait des rouleaux, des paquets, toutes sortes de choses. Là, j'ai appris à travailler avec des gens qui savaient, qui étaient bons, qui m'ont montré comment faire. Eh bien, je n'étais pas malheureux. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai rentré à l'usine en 62 et j'étais au département de transformation. J'ai travaillé sur la production de 62 à 69. Ensuite, j'ai eu une promotion comme contremaître du département de 69 à 88. Après ça, ben, il y a eu un départ spontané dans le département des ressources humaines et préventionniste en santé et sécurité. Ils m'ont transféré là pour quelques années. Et suite à différentes choses, ben, j'ai laissé le département pour... j'ai quitté pour aller à une ouverture au département de maintenance. J'étais là quelques années. Ensuite, on m'a demandé d'aller prendre la responsabilité du département d'expédition, ce que j'ai fait jusqu'à la fin de ma carrière. J'ai arrêté de travailler en 2003, après 42 ans de service. J'ai été secrétaire réceptionniste pour la compagnie Ford pendant 20 ans. J'ai fait toutes sortes de travaux. J'ai travaillé avec plusieurs dames, dont Mme Toc et plusieurs Annie Marcotte. Il y en a plusieurs qui ont passé. Mais j'ai passé un beau séjour avec la compagnie. Ça a été agréable. En ce qui me concerne, j'ai commencé à travailler à 16 ans pour la compagnie Ford. Je suis rentré au mois de mai 1946, puis j'ai accumulé les fonctions de testeur, contremaître. J'ai jamais travaillé sur une machine à papier ou sur un broyeur. J'ai toujours travaillé comme testeur et contremaître. J'ai commencé à travailler en 1946, au mois de mai. J'ai fini en 1994, au mois de septembre. Ça avait été 48 ans de service. Alors ça, c'est ma part. J'ai fondé, à l'occasion du centenaire de la compagnie, j'ai fondé le comité des retraités et j'ai eu le plaisir de dessiner la figure d'au-delà de 100 employés. C'était mon boulot. Toujours avec la permission de Marcelino, m'a recommandé de former un comité pour les retraités. On les fêtait au cœur ligne. En ce qui me concerne, quand j'ai sorti, on ne m'a pas fêté. Il n'y a pas de problème. Cette période de vie professionnelle active, c'est
quoi votre souvenir, votre premier souvenir, celui qui vous apparaît comme le plus important? Des souvenirs. J'ai travaillé au Grand Moulin. Je ne sais pas si vous avez fait le sous-sol du Grand Moulin. Vous avez sans doute vu un gros tuyau de 8 pieds de diamètre qui était rassemblé avec des boulons. Ça, c'était l'entrée de la turbine qui faisait fonctionner le broyeur à guenilles. On avait le pouvoir électrique Glenford de Sainte-Christine qui alimentait le Grand Moulin dans le temps. Et puis, quand l'eau montait trop au-dessus du barrage à Sainte-Christine, on avait un téléphone en direct, on avait un buzzer qui nous avertissait d'arrêter un moteur électrique parce qu'il n'y a pas assez de pesanteur d'eau sur la turbine, tout passait par-dessus le barrage. Alors, c'était un peu l'histoire. On peut en raconter beaucoup, mais on a vécu ça. Le souvenir que je peux avoir anciennement, c'est que les plus vieux, il y avait moins d'instructions. Fait que quand les rapports étaient écrits, c'était vraiment écrit au sort. Je me souviens surtout de ça, là, le restant. Le restant, c'est du quotidien. Oui, c'est sûr. C'était fait de même dans le temps. L'école, il n'y en avait pas avant. Exact. Et sur les affiches que vous avez pu voir à certains endroits, on marque les types de papier qui se fabriquaient là. Et dans les tout premiers, il y avait ce qu'on appelait le Manila Paper. Ça a été dans les premiers parce que ça dépendait de la demande aussi, mais on pouvait fabriquer ça avec une fibre qui était probablement plus abordable à cette époque-là. Mais je voulais lui faire parler de ça, le fameux Manila Paper. Je n'avais aucune idée de ce qu'il était. Ça, j'aimerais que tu en parles un petit peu. Le Manila Paper, c'est un genre de chanvre. C'est ça qu'on prenait pour faire les cordes de bateau. Anciennement, là, les gros cordes de bateau. Et c'était une fibre qui était beaucoup plus longue que la fibre de bois naturel, qui donnait du papier plus fort. Fait que, chez Ford, dans le temps, on mélangeait ça avec de la pâte. Quand c'était dans le temps, c'était beaucoup avant mon temps. Et le mélange des deux faisait que ça donnait un papier moins dispendieux à cause de la pâte. Et la fibre de Manila qui était du chanvre en réalité. Puis on faisait, je pense que c'était pour le roofing paper dans le temps. Le numéro 2. Et ce papier-là servait à quoi? C'était pour faire des bases de couverture puis de prélard. OK. C'est ce qu'on voit quand on parle de carpet, tout ça. C'est la fonction du moulin numéro 2 a été beaucoup en papier plus feutre pour absorber du goudron et un peu de choses. Le fait marquant, en fait, c'est vraiment la première journée qu'il est rentré là. On avait rentré un dimanche soir à minuit. C'est Florent qui est ici en face de moi. On avait rentré sur le même chiffre, un 25 avril 62. Puis le directeur du département, c'était Thomas Farnsworth, c'est communément appelé Tam. Tout le monde connaît Tam, je sais pas. Un gars direct, sévère, mais quand même juste. Puis il m'avait même mis sur l'épaule. Il dit, regarde, tu travailles là, la scie à papier de toilette. Va jamais te mettre les mains là, parce que si je te pas, il y a de mettre les mains là, tu ne dureras pas longtemps ici. Le shake n'a pas eu tout de suite. Mais dans ce temps-là, ça fonctionnait comme ça. L'idée, c'était de nous shaker, de nous mettre en prévention. Mais je m'en suis souvenu, je m'en suis servi aussi. Ça va, vous n'avez pas été mettre les mains là? Absolument pas. Mais des fois, on s'approchait un peu. On voulait gagner du temps. Mais c'était quand même un plaisir. On avait une bonne équipe. Puis c'était plaisant de travailler à l'usine, moi, en tout cas. Des beaux souvenirs. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que de la part de ce patron-là, il y avait un souci de ne pas vous mettre en danger. Tam, tout le monde l'a connu. C'est un gars que je me répète, sévère, mais juste. Puis j'irais même jusqu'à dire, s'il n'était pas décédé si jeune, je pense que l'usine n'aurait pas descendu sur des pieds à forte parce qu'il serait retroussé plomo, lui. C'était pas un lâcheux. Malheureusement, la maladie l'a emporté dans la soixantaine, si je me souviens. Je pense que c'était le type qui aurait pu sauver la chose. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ce que ça témoigne de la valeur de l'individu. C'est ça, oui, c'était quelqu'un. Mais quelqu'un qui avait affaire à lui, il fallait que c'est solide parce qu'il était très brillant et prêt.
simplement pour vous rappeler que la compagnie faisait plusieurs sortes de papier, plusieurs grammes, papier fini. Entre autres, il faisait du papier à cartouche, du papier pour les dynamites, papier serviette, papier de toilette, papier ciré, papier boucherie, papier napkin, filtre à café. Il faisait aussi, sur la machine numéro 1, du papier crêpé, brun, bouvard, pour l'armée. L'armée faisait des shower slippers, des chaussons en papier pour que les soldats aillent prendre une douche avec ces chaussons-là. Ils appelaient ça des shower slippers. Ça, c'est une minime partie des sortes de papier qu'ils faisaient. Si on comptait, moi je me souviens, on avait monté dans l'entreposage des échantillons, on avait aussi 300 sortes de papier, différents finis, différents crêpés, différents épaisseurs. Le fil de verre. On avait le fil de On a verre. fait du papier à 100% fil de verre. Fil de verre. Oui. C'était d'avoir, on mélangeait ça avec du fil de verre et des polyesters, du nylon pour renforcer le fil de verre. C'était... OK. Et ce type de papier-là était destiné à... On va faire le prélat. Pour le prélat. Oui. C'était une fibre qui était stable. Fait que les prélats ne travaillaient pas. OK. C'était pas une promotion quand on allait travailler là. M. Martin veut ajouter quelque chose? Contrairement aujourd'hui, tout le papier, ou ben, pas tout le papier, il y avait la machine 4 et 5 qui produisait un papier qui s'en allait directement à la transformation. C'est-à-dire que ça roulait dans l'usine. Quand le papier était produit, il était monté au département de transformation, là où je travaillais, et il était fini en papier ciré, en serviette de table, serviette à main, papier de toilette, puis il était expédié, produit fini, prêt à mettre sur les tablettes. En fait, on faisait tout le processus en entier. Exactement. Du produit de base, Ouais, c'est ça. à aller au produit Monté au produit d'utilisation. fini. Puis les machines qu'on avait dans ce temps-là, c'était, pas si tout le monde le sait, c'était pas des machines qui étaient propriétaires de la compagnie. Exemple, Perkins Paper, il avait fourni des machines. Il fournissait les machines, on produisait le papier, on le finissait, puis on le disait. Puis comme le papier serviette à main, c'était CIP dans le temps, il avait fourni les machines. Les machines leur appartenaient, mais c'était un contrat qu'il y avait entre les deux compagnies pour produire leur papier. Puis avec les années, bien, ils ont rapatrié leurs machines, puis ça a comme diminué le département qui est venu à sa fin des années 2000 environ. Ce qui fait que quand M. Julien parlait de 6 machines, c'est dans le contexte que vous venez de décrire. Bien, il y avait 2 machines qui produisaient à peu près tout le papier pour le département de transformation. Où moi j'étais, on était dans le temps, si je me souviens, il y a des gens qui étaient là dans le temps, on était tout près de 75-80, peut-être une centaine, dont, si je ne me trompe pas, une cinquantaine de filles, puis 35-40 gars. C'est ce département-là dont moi je fais. Ça marquait sur 2 factions annuellement, puis à un moment donné, c'est venu sur 3 factions. Puis si je me souviens, peut-être les gens peuvent me corriger, ça marquait de 7 à 3 et de 3 à 11, parce que, puis la nuit, le département, il y avait des hommes, parce que je pense que la loi exigeait qu'il n'y ait pas, dans ces usines-là, des femmes sur le chiffre de nuit. Je pense que c'est ça. C'est vrai. Fait que, le chiffre de nuit, c'était seulement avec des hommes. On avait une équipe de 18-20 de nuit, là. Mais sur les factions de jour et de soir, il y avait facile 75 personnes qui travaillaient. Il y avait plusieurs filles sur les emballages. Ça opérait assez bien. Le roulement de personnel dans le bureau. Le roulement de personnel Il dans a le passé bureau. du monde. Ah, oui, passer du monde, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, je n'ai que des bons souvenirs. On était un groupe formidable, donc on s'entendait bien, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler là. On a des mauvais souvenirs un peu quand un des patrons, M. Larry Ford, a été assassiné. Là, on a été... C'est un mauvais souvenir, ça. On a mal à l'envers cette journée-là. En tout cas.
Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il y avait une espèce de sentiment de faire partie d'une équipe. Oui, On oui. était C'était une bonne très équipe. collaborateurs, la Oui. gang se tenait. Une bonne équipe, une bonne équipe. Oui, ah oui. Avant de quitter la compagnie en 2000, la compagnie m'avait envoyé voir un psychologue industriel pour être sûr que j'avais fait un bon choix. Et dans le rapport du psychologue industriel, il avait marqué que M. Thibodeau n'aura jamais quitté la compagnie si c'était encore les anciens dirigeants et ses anciens compagnons qui étaient encore dirigeants de la compagnie. Fait que l'esprit d'équipe là, était très fort. C'est ce qui se fait chez MPI actuellement. C'est encore la même machine, puis le produit est transformé encore à l'usine pour être expédié. Ça va exactement ce que Raymond disait. On va produire le papier et on va le transformer après. La formule est comme revenue en principe. Oui, c'est en plein Ça ça. appartient des machines de finition. Puis là, MPI, la nouvelle compagnie, les autres, ils ont acheté surtout pour produire leur papier, parce que c'était un client à nous, qu'on servait. Quand ça a été mal, bien, ils ont profité de l'occasion pour acheter la machine à rabais. Puis je me souviens qu'on m'a dit, ils ont fermé leur département de finition qui était une à Scarborough, Ontario, puis l'autre à l'État de New York, puis c'est trop. Ils ont fermé ça, puis ils sont après rebâtir ici un département de finition que j'ai été voir avec Daniel dernièrement. Là. Mais ça revient un peu à ce qui était. De partir du tout début, là, de produit de base au produit fini. Dans ces départements-là concernés, je parle. Ça ne concerne pas la 2. Mais les produits que je parlais, là, ça revient sensiblement comme c'était. Puis c'est bon parce que ça évite beaucoup de transport. De faire un produit, l'expédier, le finir. Puis souvent, ils revenaient dans le même coin après faire le tour de la province ou même de l'Ontario. Simplement pour vous ouvrir une parenthèse, qu'en 1968, c'était le centenaire de la compagnie. Et Joseph Ford, qui était président de la compagnie, invitait tous les employés du personnel de soutien à son bureau. Il nous téléphonait, puis là, il nous remettait, à l'occasion du centenaire, une pine en or, que j'ai ici, plus, on appelait ça un lighter. Un faiseux. Un faiseux. À ce temps-là, tout le monde fumait. C'est ce qu'on avait comme cadeau. Je fais partie probablement de la dernière génération qui a travaillé chez Ford. Je reconnais plein de gens qui m'ont montré une portion de métier, donc je n'ai pas ici. Donc j'ai travaillé chez Ford peut-être 3 ans, ces opérations. J'ai travaillé comme étudiant aussi, puis plus tard pour un contracteur électrique comme électricien. Mais c'est vraiment une histoire de famille. Donc, les oncles, toutes mes oncles travaillaient là ou presque, les oncles à mon père. Je vois les messieurs ici qui ont travaillé avec moi, qui m'ont montré le métier. Mais Ford, c'était pas juste ça. Ford aussi, dans nos souvenirs, puis tout le monde va s'en rappeler, il y avait le village. Je me rappelle mes souvenirs de TQ, comme on pourrait dire, la fameuse cloche, la sirène à vapeur qu'il y avait à 8h moins 5, midi moins 5, 5h moins 5. On restait au 750 Notre-Dame à côté du parc ici, puis à cette heure-là, les enfants venaient manger sur l'heure du midi parce que la cloche sonnait. Il y avait les travailleurs qui montaient travailler. Donc, tu sais, il y avait quand même aussi tout ce qui était autour de Ford, de la vie du village qui était orchestré autour de ça, qui était vraiment beau à voir. Je ne sais pas si les gens se rappellent quand la cloche a arrêté de sonner, mais dans l'inconscient collectif de tout le monde, probablement qu'on l'entend encore. Moi, mon nom, c'est Martin Julien. À peu près tout le monde me connaît. J'ai passé ma vie ici à Port-Neuf, pas loin de chez Ford, en 1956, à venir jusqu'en 86. Mais mon souvenir de quand j'étais chez mon père, sur la rue Saint-Charles, les gars qui travaillaient dans le cours, puis des jobs de jour, le midi, ils n'amenaient pas le lunch, ils allaient dîner chez eux. Ils embarquaient sur la plateforme du truck, peut-être une vingtaine de gars. Ils se tenaient après les câbles en avant. Tout le monde, puis Milford Gilpin, qui venait le truck,
À chaque place, il savait quel gars qui était là. Il modérait un petit peu, puis le gars sautait en bas du truck. Il prenait un arme à quart, imagine-toi. Il avait rentré dans le stand à l'est, mon père, au rez-de-chemin, là. Mais des fois, il avait été distrait un peu. Et les gars, ils avaient pris le débarque en arrière, hein. Mais ça, écoute, c'est des souvenirs de ce temps-là. Aujourd'hui, ça ne serait pas certain, là, hein. Embarquer sur la plateforme, là. La sécurité, ça ne pourrait pas. Non, non. Comme aussi, pour ouvrir les rues de la paroisse, Ford a beaucoup contribué dans mon idée à moi. Il y avait un petit tracteur, un Caterpillar, un D2, avec un V en avant, hydraulique un peu, avec un jack. Mais c'est qu'il y avait Martin Carpentier qui conduisait ça, puis d'autres, mais même pas de cabine sur le tracteur. Puis il rouvrait les chemins de la paroisse, les chemins chez Ford, toutes les patentes. Dans ce temps-là, les chemins étaient fermés que pour aller à Saint-Paul ou aller au Rana-Chapelle. Il n'y avait pas de chemin ouvert. Il y avait un qui c'est la côte qu'on disait, là. Fait que, on voyait venir le tracteur quand il y avait une tempête, puis c'était bien que ça qui rouvrait nos rues. À comparer avec Astor, ça fait changement. Hein. Jadis, le curling était dédié seulement aux dirigeants des compagnies, principalement les Anglais. Et le club de curling était fondé en 1954, je pense, par le gang de Donnacona et Portneuf. D'ailleurs, il y avait un trophée qui s'appelait le Franklin Trophy, si je me souviens. C'est un des fondateurs du club de curling. Puis c'était limité aux Anglais, pour ne pas dire... puis quand Marcelino est arrivé, contre la personne qu'on a parlé tout à l'heure, ils ont commencé à ramasser des personnes dans l'usine qui était à Contremaître, puis ils ont dit, on ne limitera pas ça seulement aux Français. Ils ont ouvert la porte aux dirigeants de compagnie, peu importe la langue, français, anglais ou peu importe. Et puis ils ont ouvert ça plus grand, et ils ont décharqué des gens de la ferme de Deschambault. Puis ils ont uni les travailleurs avec le commun des mortels, les gens de tous les jours. C'est ce qui a ouvert un peu la porte, mais ils ont participé beaucoup aux activités. Puis des gens comme Marcelino, comme Mme Marcotte parlait, il était pour beaucoup quelque chose, pour unifier tous ces deux gens. Merci de votre présence. Je vous remercie de votre collaboration. Puis évidemment, j'ai un très sincère merci à nos invités.